Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre programme 1, 2, 3 Santé. C'est un sujet qui fait froid dans le dos parce qu'il nous concerne tous très souvent et je devrais dire trop souvent, les médias évoquent des accidents de la route. Des familles entières se retrouvent plongées dans le deuil, bilan et prévention. C'est le sujet d'aujourd'hui et on démarre avec la question du jour. Comment sensibiliser la population aux accidents de la route? Et pour y répondre, toujours fidèle au poste à mes côtés, le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Et nous avons également convié Madame Latchoumaïa, vous êtes coordinatrice à la sécurité routière. Et docteur Durizo, vous êtes médecin urgentiste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Alors la première question, docteur, des accidents en Guadeloupe, il y en a toujours autant? Malheureusement Jennifer, il y a toujours autant d'accidents dans nos régions. Des morts, des blessés aussi, pour lesquels parfois tout bascule. La vie familiale, personnelle et professionnelle. Combien de vies brisées, de familles détruites en quelques secondes. Alcool, vitesse, drogue sont au rendez-vous. Alors on parle, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'accidents, mais quelle est l'évolution de ces accidents depuis les dernières années La tendance est tout de même à la baisse pour le département, mais il n'en demeure pas moins que la Guadeloupe reste le département où il y a le plus de tués par centaines de milliers d'habitants. Donc c'est un sujet qui reste grave pour le département de la Guadeloupe. C'est la raison pour laquelle le préfet justement a décidé d'en faire une priorité, puisqu'on sait bien que mourir sur la route n'a rien de naturel. Justement, on peut inverser la tendance. D'accord, donc de la prévention? De la prévention, énormément, bien entendu. Il y a un volet répression qui s'impose également. Mais en tout cas, au niveau de la prévention, effectivement, il y a énormément de choses à faire. Donc vous disiez, si j'ai bien compris, plus d'accidents chez nous, plus grave, avec plus de risques de mort sur les routes. Oui, on peut regarder justement la tendance par rapport aux autres DOM et par rapport à la métropole. On verra que l'indice justement de gravité est plus important. Donc ça veut dire qu'on se tue entre 2 et 3 fois plus en Guadeloupe qu'en métropole. Par rapport à la Martinique aussi, on voit bien que les chiffres sont bien meilleurs en Martinique. Des raisons sont certainement plausibles, mais évidemment, il est important qu'on puisse se pencher justement sur le cas de la Guadeloupe pour trouver des solutions pour inverser la tendance durablement. Parce qu'on le voit ici, la Guadeloupe 16,3, alors c'est les indices de gravité, et puis si on compare à la France métropolitaine, on est à 6. Donc, voilà, justement. Donc ça fait entre 2 et 3 fois plus de tués en Guadeloupe par rapport à la France métropolitaine, ce qui n'est absolument pas normal. Et à quoi vous attribuez ça, d'après vous? Au comportement? Essentiellement, voilà, la raison des accidents est essentiellement due au comportement, à des fautes de comportement, à des non-respects du code de la route et d'autres raisons. On a parlé de consommation abusive d'alcool et de drogue. Il est absolument proscrit de prendre le véhicule quand on a consommé de l'alcool, que ce soit à l'issue d'une fête ou même quand il y a un problème d'addiction. Ce sont des raisons pour lesquelles effectivement il faut faire attention. Donc l'excès de vitesse et d'autres raisons encore. Alors vous, docteur, vous qui êtes confronté malheureusement trop fréquemment à ce type d'accident, parfois effectivement il y a des morts à déplorer, parfois non, il y a des blessés. Quelles sont les pathologies qu'on retrouve le plus souvent dans ces accidents de la route? Alors nous retrouvons des traumatisés crâniens graves, des traumatisés médulaires, c'est-à-dire atteintes de la moelle épinière avec des paralysies des 4 membres, des 2 membres inférieurs, des traumatismes thoraciques, des traumatismes abdominaux, des délabrements de membres, avec parfois, ça peut aller jusqu'à l'amputation de membres. Voilà. Donc en fait, que des pathologies souvent graves. Oui, tout à fait, et qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital, soit sur le lieu de l'accident ou dans les jours qui suivent à l'hôpital. Et qui va occuper beaucoup les lits de traumatologie de toutes les prises en charge hospitalières, mais aussi les soins de suite, parce que je suppose que ça laisse beaucoup de séquelles. Tout à fait. Donc ce seront des rééducations longues et qui vont faire souffrir aussi les familles parce que, par exemple, pour les traumatisés crâniens graves, il y aura des troubles du comportement. Les familles ne vont pas reconnaître le comportement nouveau du patient, par exemple. Et pour lutter contre ça, vous organisez des journées de prévention. C'est le cas de cette journée. Je vous propose qu'on regarde un reportage et qu'on en parle après.
Une énième opération de sensibilisation pour éviter ce type de scénario. Les accidents, les victimes, ces longues heures où la vie est suspendue, où des proches, des familles, des badauds tremblent, où des dizaines de secouristes et de médecins s'affairent pour sauver ceux qui peuvent l'être. Mais rien n'y fait, les morts s'égrènent en Guadeloupe, 28 depuis le début de l'année. Parce qu'il roule un peu trop vite et aussi parce qu'il ne réussit pas à bien manier le véhicule. Le fait de boire, on n'a plus les mêmes réflexes et on ne s'en rend pas compte. On pense toujours qu'on est bien, qu'on a bu, que ce n'est pas beaucoup et que ça ira. Mais c'est une erreur. La notion de partage de la route mérite aussi parfois d'être rappelée aux usagers. Elle est chère aux transporteurs dont les gros gabarits sont plus durs à manœuvrer. Les conducteurs qui ne sont pas, je dirais, tout à fait corrects vis-à-vis des transporteurs ne le font pas par méchanceté. Je reste persuadé qu'ils le font tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Pour évoquer toutes ces problématiques, la sécurité routière a identifié 7 pistes pour sauver des vies. À chaque véhicule, vélo, roller, scooter, moto, quad, voiture et poids lourd, correspond un équipement de sécurité, mais aussi une conduite à tenir pour maîtriser le véhicule et adapter son comportement sur les réseaux routiers. Ça permet de se remettre vraiment en situation et d'arriver à rectifier ces mauvais comportements, ces mauvaises pratiques. Mourir sur la route n'est pas naturel, n'est surtout pas une fatalité. À chacun de nous, usagers, de nous mobiliser. Alors, dans ces campagnes de sensibilisation, on intègre souvent des images chocs. Est-ce que ça fonctionne? Alors, il faut tout essayer. Et effectivement, sur cette action, justement, nous avons mis en situation les équipes du SAMU, du SDIS, pour pouvoir justement permettre à la population, au tout venant, de voir à quoi sont confrontés donc, les services de secours, les services d'urgence. Donc en simulant cet accident, en confrontant donc, le public à la situation, on a envie de croire justement que chacun pourra prendre conscience des choses à faire ou des choses à ne pas faire. Alors, quand vous faites ces campagnes de sensibilisation, est-ce que vous faites des campagnes d'éducation aussi de la population à apprendre à réagir quand il y a un accident? Parce qu'on voit beaucoup de scènes, qu'on peut appeler ça du voyeurisme, le téléphone portable, tout de suite les images qui circulent. Est-ce qu'on ne devrait pas inciter à plutôt alerter, appeler au secours, appeler le SAMU par exemple? Oui, bien entendu, ce sont des informations qu'il faut faire passer. On a prévu de le faire justement avec le SAMU prochainement pour pouvoir donner l'information au public. Parce que parfois, il y a de la méconnaissance aussi des choses. On peut penser qu'il y a des choses qui sont logiques, plausibles. Ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc, il est nécessaire effectivement d'informer la population, de la former à ces gestes qui sauvent en fait. Il y aura des gens de proximité sur place avant l'arrivée du SAMU, parce que ceux-là peuvent être de certains secours. Oui, ils nous sont très précieux, ils nous décrivent la situation, nous donnent les éléments de gravité pour que nous puissions adapter la réponse aux lésions des victimes, à la prise en charge. On ne le rappelle jamais assez, quels sont les éléments qu'il faut donner quand on appelle les secours et qu'on se retrouve face à un accident, les éléments qu'il ne faut surtout pas oublier de mentionner. Alors, bien donner le lieu, la localisation, pour que les secours trouvent rapidement, des éléments de gravité, et ça va être facilité par la formation du grand public aux gestes de premier secours, puisque dans ces formations, on leur délivre des messages pour passer des messages de qualité aux secours spécialisés, identifier les détresses vitales. Et les premiers soins à apporter, ne pas bouger, etc. Voilà. Donc, effectivement, on appelle les secours spécialisés pour alerter, mais pour aussi demander des conseils quant à la conduite à tenir. Tout à fait. Alors, quelles sont les causes de ces accidents? C'est ce qui revient le plus souvent? Les causes sont nombreuses, effectivement. On va noter la vitesse excessive ou la vitesse inadaptée aux situations. C'est dans 40% des cas qu'elle est mal utilisée. Donc, les non-respects des limitations de vitesse, c'est très, très fréquent. C'est la raison pour laquelle aussi on a un nombre incalculable de flashs par les radars fixes aujourd'hui. On a une surconsommation d'alcool et ou de stupéfiants.
Donc c'est dans 50% des accidents mortels de la circulation. Plus fréquent à certaines périodes, par exemple pour les fêtes. Oui, bien entendu. Le week-end. Les week-ends, mais les périodes de fête aussi. Donc à Pâques, on sait que c'est une période particulièrement festive. À Noël, pareil, pendant les grandes vacances. Carnaval, effectivement, ce sont des périodes où on a une surconsommation d'alcool. On essaie de multiplier aussi nos actions de prévention à ces moments-là, de communication à ce moment-là, justement pour essayer de limiter au maximum donc, les risques d'accident. Le téléphone portable, maintenant, il se place où ? Le téléphone portable, alors en l'utilisant, on sait qu'il multiplie par 3 les risques d'accident. Quand on l'utilise en tant que smartphone à envoyer des SMS au volant, les risques sont multipliés par 5. Donc ça veut dire que c'est un distracteur qui effectivement pose problème aujourd'hui. Donc on sait que c'est rentré vraiment dans l'utilisation courante du conducteur. C'est le prolongement de soi en fait. Donc on n'arrive pas à même du GPS de la voiture aussi. Aussi, exactement. Donc ça veut dire qu'on n'est pas concentré sur la conduite et que les risques d'accident, eh bien, c'est à tout moment, effectivement, par rapport à cette utilisation inappropriée du téléphone. Les stupéfiants interviennent beaucoup. Aussi, exactement. Donc, parfois, on n'a pas les possibilités de faire tous les tests, mais en tout cas, oui, ça prend une proportion large dans les causes d'accident. Et vous qui êtes au contact de la population pendant ces campagnes de prévention, comment elle réagit? Vous sentez qu'il y a une bonne réception du message, parfois des états de choc, de prise de conscience? Vous le sentez, ça? Alors, je vais juste revenir sur 2 éléments importants aussi. Ce sont les équipements de sécurité. 40 ans après l'obligation de porter sa ceinture à l'avant et un peu après pour la ceinture à l'arrière, eh bien, on a encore une personne sur 3 qui n'est pas attachée en voiture. On a eu des enfants qui sont décédés cette année. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas attachés. Donc je vais attirer l'attention des parents sur la nécessité de prendre soin de leurs enfants en prenant soin de les attacher de manière correcte, donc en choisissant le bon siège auto, leur réhausseur, en les mettant à l'avant ou non en fonction de leur taille, de leur âge, etc. Voilà, on doit prendre soin de la vie de ses propres enfants. On a cette responsabilité-là de toute façon. De même, en 2 roues motorisées, encore aujourd'hui, le casque n'est pas porté systématiquement. Donc ça veut dire que face à une voiture, on sait très bien qui va trinquer, entre guillemets. Ces usagers, donc 2 roues, piétons, cyclistes, ce sont des usagers qu'on appelle vulnérables. Ça veut dire qu'il faut que chacun puisse assurer la sécurité des autres. Sa propre sécurité déjà, et puis ensuite les automobilistes doivent faire donc, attention à ces autres usagers pour éviter l'accident et puis pour éviter de tuer quelqu'un. Et donc cette prise de conscience, elle est importante quand vous êtes face à la population et que vous Alors cette prise de conscience, on l'attend. On l'attend vraiment, elle est nécessaire. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, on insiste en disant qu'on mène de nombreuses actions de communication, énormément d'actions de prévention. Par chance, les médias nous suivent et essayent de relayer cette information le plus souvent possible. Donc, ça permet de démultiplier, ça permet d'aller le plus loin possible dans les foyers pour faire passer l'information. De la même façon, nous œuvrons aussi en entreprise sur le risque routier professionnel. Tout est à prendre en considération, tous les enjeux sont à traiter, toutes les cibles sont à prendre en compte. On parlera aussi des seniors qui ont un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Donc voilà, donc les facteurs aggravants, ils sont là, on les a cités. Et les campagnes à côté de cela, on a envie de croire qu'elles fonctionnent par rapport aux chiffres de l'accidentalité qu'on a vus sur les 20 dernières années. Vous êtes revenu dans les écoles aussi, je crois, parce qu'il faut modifier précocement le comportement des plus jeunes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le législateur a prévu que les enfants soient sensibilisés dès le plus jeune âge à l'éducation routière, à la sécurité routière. Donc, nous mettons un point d'honneur à accompagner les établissements scolaires dans la prévention. Donc nous mettons à disposition, je le fais, je mets à disposition donc, des outils, de la formation, des intervenants pour aller le plus souvent possible dans les écoles pour pouvoir permettre à ces enfants
d'être des adultes responsables de demain, avec une éducation routière, une sécurité, voilà, des notions de sécurité bien solides. Et parfois qui vont même éduquer à leur tour leurs parents. Alors, un autre moyen de sensibiliser la population, c'est de voir les séquelles que peuvent causer les accidents de la route. C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce reportage tout de suite et on se retrouve après. L'Association des familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés de Guadeloupe, AFTC Guadeloupe, a pour but d'aider les malades et leurs proches à rompre l'isolement engendré par une atteinte cérébrale. Écoutons le président Mike Bureau. Une association qui existe depuis 2015, septembre 2015. Et en fait, elle a vu le jour par rapport à une situation personnelle. À l'époque, je vivais l'accident de mon frère. J'ai eu un frère, Frédéric Bureau, qui est plus jeune que moi, mon petit frère, de 2 ans. Et il a fait un accident, il a fait un AVC sur sa moto. Et qui a donné lieu à un traumatisme crânien. Et ce qui l'a fortement handicapé en fait par la suite. Donc il est resté 3 années handicapé. Et donc durant cette période-là, j'ai cherché des structures pour le recevoir, pour l'encadrer, pour l'aider en fait. Et ce que j'ai trouvé sur le terrain ne répondait pas à mon besoin à moi, ou en tout cas à ses besoins à lui, puisque c'était lui qui était en situation. Donc la FTC Guadeloupe, c'est 2 objectifs. Le GEM qui permet de retrouver leur capacité de développer d'autres. Et l'habitat inclusif qui, lui, va permettre de se réinsérer dans la société, de rentrer dans le monde des personnes valides. Parce que ces 2 mondes-là ne se rejoignent pas souvent, se croisent mais ne se rejoignent pas souvent. Et donc la FTC permet cela, par les démarches administratives, par le fait d'être accompagné dans la vie de tous les jours, faire les courses par exemple, des choses aussi simples que ça. Aujourd'hui on est encore trop étonnés, nous personnes valides, de voir une personne en chaise roulante. Avec la FTC, on habitue le regard. C'est ça notre objectif. Le but d'être ensemble, c'est déjà de garder un lien, de sortir de l'isolement, parce que chez eux, ils sont pas forcément, ils sont pas seuls. Mais il n'y a pas l'entourage de personnes qui sont comme eux en fait. C'est vraiment le groupe d'entraide mutuelle, c'est l'échange de pairs. Nous avons la même pathologie, nous avons vécu souvent les mêmes choses. Après un accident, on a la même problématique, on n'est pas jugé. Et le GEM travaille beaucoup sur l'empowerment, c'est-à-dire leur redonner le pouvoir de faire des choses. Donc nous, on n'est pas là uniquement dans la proposition. Ils doivent proposer aussi des choses, on doit les inciter à proposer. Et on ne peut pas faire quelque chose si on ne leur demande pas leur consentement. Voilà, et c'est ça, donc c'est leur redonner le pouvoir. Écoute, tu as quelque chose à proposer, tu veux qu'on aille visiter à un endroit, tu veux nous faire partager quelque chose, ok, maintenant c'est toi qui fais la démarche, tu appelles, tu demandes aux autres. Moi je suis là, je t'appuie juste, je te rappelle quelques petits codes peut-être que tu n'as pas. Mais c'est ça, se retrouver, c'est se sentir aussi qu'on est utile. C'est pas parce que donc on a été accidenté, qu'on est chez soi, qu'on ne travaille pas, qu'on n'a pas des choses à apprendre aux autres, qu'on n'a pas des choses à partager. Je crois que ça, c'est le plus important. Alors l'atelier, c'est un moment d'échange, c'est un moment d'observation aussi. On peut détecter des choses, on peut savoir qu'il y a une préférence, qui est prédominant, qu'il y a une prédominance dans une action. Voilà, et puis c'est un moment de convivialité, il faut le dire, c'est un moment où on fait quelque chose, on va réaliser quelque chose, donc c'est la valorisation de soi. Voilà. Et on essaie de faire en sorte que tout le monde participe. On s'adapte, c'est pas le rythme qu'ont les gens dans leur cuisine, c'est le rythme des adhérents. Donc si pour faire la pâte, ça met une demi-heure, on met une demi-heure. Mais l'important, c'est qu'ils le fassent. On redonne de la confiance aussi, parce que c'est vrai que c'est une chose que l'on remarque, c'est que des fois, pour des actes simples,
Peut-être que c'est parce que c'est le regard de la société, toujours demander est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'est comme ça. Donc c'est aussi cher à comprendre que c'est pas, on n'est pas dans ce jugement-là. Alors nous avons un certain nombre d'activités que nous faisons avec les adhérents. Il y a des activités du personnel propre, comme moi qui suis AES, moi je pratique la peinture sur textile. Nous avons un éducateur sportif d'activités sportives adaptées, donc qui vient, donc il adapte l'activité au type de handicap, sachant qu'il y en a qui ont un peu de moteur, un peu de cérébral, mais tout le monde peut pratiquer une activité sportive. La sophrologie aussi, qui est un moment qui est très relaxant, c'est très bien. Et aussi, pour la valorisation de soi, ça c'est formidable, c'est que nous avons une psycho-socio-esthéticienne. Et là, que ce soit les garçons, les filles, tout le monde adhère. Parce que ça fait du bien quand on vous chouchoute. C'est agréable, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Une autre activité qui paraît toute bête, mais qui fait travailler la motricité fine, qui regroupe, qui rappelle des souvenirs d'enfance, qui nous est aussi, on va dire, propre culturellement, c'est le domino. Ça, les petites parties de domino, c'est toujours fédérateur et ça apporte. Les personnes ayant survécu à leurs lésions cérébrales acquises devront pour la plupart être prises en charge. Il est important de mieux cerner les attentes de l'entourage de la personne cérébro-lésée afin d'améliorer leur qualité de vie. La nuit du 17 au 18 août 2013, il s'est fait heurter par une voiture. 2 mois de coma, plus beaucoup de séquelles neurologiques, physiques. Une demande d'organes, une demande de... Charles, c'était le gars qui était super actif, groupe carnaval, les copains, les filles surtout. Et le gars qui ne tenait pas en place, quoi. Et puis, depuis ce jour-là, voilà, sa vie, notre vie a basculé dans un cauchemar. Puisque c'est des choses qu'on ne s'attend pas, c'est des choses qu'on n'est pas préparé moralement et physiquement pour ça. On a fait comme on pouvait au début, puisque voilà, on arrive dans un monde inconnu pour nous. Et puis petit à petit, on apprend à gérer. Charles est resté 1 an à la clinique de Choisy au Gosier, puis un départ pour la métropole, où il a subi de grosses interventions. Et dans ce centre, justement, métropole, on prépare la famille aussi au retour des patients à la maison. On nous prépare, on est suivi par des psys, on est suivi par des médecins. On nous prépare au regard des autres, parce que c'est vrai que quand on sort avec Charles, quand on va à Carrefour, quand on va se promener au resto, il y a toujours les regards très, très durs par rapport à d'autres personnes. Et parce que c'est pas évident, Charles a 3 pathologies, il est tétraplégique, aveugle et triple traumatisé crânien. Alors, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire avec lui, il y a des choses qu'on fait avec lui qu'il adore, la lecture, il adore ça. On essaye de voir s'il peut apprendre à faire du braille, ça va l'occuper aussi. Et puis après, les séquelles neuro, c'est au jour le jour. C'est au jour le jour, il y a des jours où il se lève, il est super bien, il chante, il est heureux. Puis il y a des jours où il se lève, c'est la cata, quoi. Alors on gère, on apprend à gérer, on apprend à faire avec. On essaye maintenant, Charles fait beaucoup de témoignages au niveau des établissements scolaires aussi, pour montrer aux jeunes que, voilà, rouler sans permis, rouler avec un scooter qui n'a pas d'assurance, faire le couillon sur la route, il faut arrêter ça, quoi. La vie d'une personne est gâchée, sa vie est gâchée, et notre vie à nous, c'est chaud, puisque j'ai dû arrêter au niveau professionnel, j'étais travailleur indépendant, il m'a fallu arrêter pour m'occuper de lui. Alors, on l'a vu, parfois les séquelles sont conséquentes. Comment se déroule l'accompagnement des personnes qui ont subi un accident de la route, qui sont accidentées de la route, et quelle est l'évolution, par exemple, de cette personne? En combien de temps on peut imaginer qu'elle retrouvera un mode de vie plus ou moins normal? Donc après les passages dans les services de soins aigus, la réanimation, la traumatologie, ces patients sont dirigés vers des services de soins de suite, de rééducation. Au CHU de Guadeloupe, nous recevons les traumatisés crâniens graves, les blessés médulaires. Et ce sont des rééducations longues, au moins 1 an. Les bilans neuropsychologiques peuvent être réalisés à partir du 3e, 6e mois et à partir de là, mettre en place les soins adaptés.
Et parfois, il y en a qui gardent des séquelles graves, des paralysies importantes, qui les clouent au lit ou au fauteuil toute leur vie. Tout à fait. Et puis, pour les traumatisés crâniens graves, même si physiquement ils ne récupèrent pas trop mal, mais il reste des séquelles cognitives pour mener les actions complexes. Par exemple, une jeune femme, pour exécuter une recette de cuisine, ça va être compliqué. Un jeune homme, pour réparer sa moto, une suite d'actions qui se suivent, ça va être difficile. Voilà, sans compter le traumatisme psychologique. Voilà. Et puis en plus, effectivement, des troubles du comportement. Les familles ne reconnaissent plus les patients. Eux, ils ne se rendent pas compte de ces troubles. Ils peuvent avoir une intolérance à la frustration, être facilement irritables. Et ça peut poser des problèmes de réinsertion pour retrouver un travail. Sur le plan de la route, vous avez décrit parfaitement toutes les pistes que vous développez, toutes les stratégies pour essayer de tenter de diminuer la mortalité sur les routes et les accidents. Que peut-on faire encore pour sensibiliser, pour encore faire comprendre? Alors effectivement, on a bien parlé de la prévention, de ce travail qui est fait. Il faut prendre en compte également en matière de piste, donc c'est cet aspect répressif. Cela veut dire qu'effectivement aujourd'hui on parle de radar tourelle. Le nombre est tout simplement dû au fait que nous avons besoin de pacifier le réseau, de modifier le comportement des usagers, qui n'ait pas tendance simplement à ralentir à l'approche d'un radar et à réaccélérer ensuite. Donc l'idée, c'est vraiment de pacifier le réseau et de garder donc un niveau de respect des vitesses à pratiquer. Le niveau de la formation dispensée également à chacun en matière de code de la route, eh bien, est à vérifier, est à contrôler. Donc ça reste aussi une piste d'amélioration. Et un autre aspect à ne pas négliger, c'est tout ce que pourront faire les collectivités locales en matière d'aménagement du territoire. Oui. Donc cela veut dire qu'on peut trouver des alternatives à la voiture. Donc le bus des maires, par exemple, pourrait être développé et régler un certain nombre de problèmes. Développer des pistes vertes aussi pour la marche et pour le vélo. Donc ce sont autant de choses qui devraient améliorer la sécurité routière. Je sais que les collectivités se penchent dessus, du côté de nos services également. Donc ce sont des choses qui, toutes alliées les unes aux autres, pourraient laisser penser qu'effectivement, objectivement, on pourrait penser à améliorer la situation au fil des années un peu plus rapidement. Mais le plus important, c'est qu'on dit que le slogan de la sécurité routière, c'est tous responsables. Effectivement, c'est tous responsables, mais chacun déjà à son niveau doit apporter donc cette amélioration, cette prise de conscience et cette modification, accepter en tout cas de se remettre en question pour mieux faire. Eh bien, ce message est clair et ce sera le mot de la fin puisque l'émission touche déjà à sa fin. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir sensibilisé la population. Donc, vigilance sur les routes, s'il vous plaît, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'1, 2, 3 Santé. Messieurs et dames, bien bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Mola Choumaya, coordinatrice départementale à sécurité routière, préfecture Guadeloupe, et Dr Durizo, Dr Assamu, pour y parler des baba accidents qui nient en Guadeloupe. À présent, on ne peut pas ouvrir télé ou radio sans qu'on pas de parler d'accidents. Des gens qui meurent sur route presque toutes les semaines. Nous venons à côté moun Camoplis à cause d'accidents en loto, à pied, à bicyclette, à moto, mais pour qui? Vitesse, alcool, drogue, pas mettre casse, pas marrer senti, nous pas respecter rien. Après qui mokini, tignan l'eau blessé grave, service l'hôpital traumatologie à l'hôpital chargé. C'est là qui capon plus fait là, c'est là qui a moto là. Et là yo panique, c'est traumatisme crânien. Mola Choumaya, parlez-nous d'autres problèmes. Monde qui pas ni assurance. Faut savoir que là où fait un accident, ça peut coûter au cher. Ni l'hôpital faut payer, ni le tribunal faut payer aussi. On ne sait qu'à crier indemnisation des victimes. On peut mettre dans grande difficulté. Alors on nous prend précaution nous. La route a pas en des veines. Nous bout de projet dit là, on nous rétévéatif pour que là toujours été docteur.